Dans l'actualité de ce mercredi, retour à l'envoyeur pour le projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. L'association des juristes sénégalaises se démarque, pour ne pas dire déchire le document. Selon l'AJS, la volonté de criminaliser le viol n'a pas été totalement respectée. Par conséquent, il faut supprimer ce texte et tout reprendre. L'heure est à la massification du mouvement Nyolank. Le collectif frappe à la porte des centrales syndicales. Les syndicalistes, quant à eux, consultent leur base avant de se positionner en première ligne. Le collectif est décidé à faire son sit-in à la place de l'indépendance, n'en déplaise au préfet. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la célébration de la Journée internationale des migrants. Selon Horizon sans frontières, la seule cause de l'immigration clandestine demeure le chômage des jeunes. Justement, le thème choisi cette année porte sur l'immigration clandestine, la jeunesse africaine à l'épreuve du chômage. Ce texte est faible et ne criminalise pas vraiment le viol. L'association des juristes sénégalaises demande la suppression pure et simple du projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Elle propose une réécriture inclusive du texte en criminalisant cette fois-ci le viol et la pédophilie. Fatima Touré et Diafaraba. L'AJS crie au scandale la décision du président de la République Macky Sall de criminaliser le viol et la pédophilie n'est pas respectée lors de la rédaction du projet de loi. Selon ces juristes, la structure se dit déçue après avoir passé en revue le document. Lorsque nous avons lu le projet de loi, nous nous sommes rendus compte que le viol en lui-même n'était pas criminalisé. Il en est de même pour la pédophilie, puisque les peines qui s'appliquent au crime ne l'ont pas été. On en reste, disons, au même stade que lors de de la loi de 1999, alors que l'article 7 nouveau vous dit que les peines en matière criminelle sont la réclusion criminelle à temps, la détention criminelle à temps dans le cadre politique et la dégradation civique. La rédaction de ce projet de loi devait être inclusive avec la participation de toutes les organisations féminines selon l'AJS. Cette volonté politique exprimée au plus haut niveau, elle est excellente et nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais la participation et l'inclusion dans la prise de décision aussi est quelque chose que nous réclamons. Devant cet état de fait, l'AJS estime que les parlementaires ne devraient pas voter le projet de loi. Pour elle, toutes les remarques faites sur le document doivent être prises en compte. Nous allons, du point de vue juridique, saisir les autorités qui sont compétentes, voir avec les parlementaires qui sont nos alliés et avec la société civile, comment faire pour que, avant que ce projet de loi passe, disons, en commission de loi, qu'on puisse faire porter nos amendements pour qu'il y ait effectivement un changement. Déposé sur la table des parlementaires depuis le mois de novembre, ce projet de loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie devient un sujet à polémique. L'association des juristes sénégalaises, pour sa part, ne souhaite qu'une chose, l'effectivité de cette loi avec de lourdes sanctions. Merci Fatima. Parlons de la hausse du prix de l'électricité. Le collectif Nyolank déroule son agenda. Ce matin, ses membres ont rencontré les secrétaires généraux de la CNTS et du Sutelec. Sur le principe, ces derniers déclarent que la lutte est légitime. Toutefois, ils disent consulter leur base avant de prendre position. Maïmouna Ndiaye et Mamadou Diop. Mignane Diouf, Aliou Sané et compagnie à la rencontre de la CNTS. Au menu des discussions, la hausse du tarif de l'électricité, injustifiée selon le collectif Nyolank, une bonne cause pour Mody Guiro qui promet de s'en ouvrir à la direction de la Sénélec et au ministère de l'Énergie. Nous comptons dans les meilleurs délais également entrer en contact avec la direction de la Sénélec et avec le ministère de l'Énergie qui ont en charge également, qui ont la tutelle, d'échanger avec eux pour connaître un peu les raisons pour lesquelles de telles mesures ont été prises. Après cela, maintenant, nous pouvons assumer nos responsabilités en tant que centrale syndicale. Après la CNTS, nous voilà au siège de l'UNSAS. Là aussi, le Sutelec a salué cette démarche. Nous l'avons dit et nous réaffirmons notre ancrage au niveau de l'UNSAS
qui a eu à faire une déclaration sur l'augmentation et l'UNSAS a dénoncé cette augmentation. Nous aussi, nous sommes dans le même tempo, nous ne sommes pas d'accord par rapport à l'augmentation du tarif de l'électricité. De concertation à l'issue, satisfaction. Il reste maintenant à voir quel est le format de bataille, de lutte, de dénonciation qu'on va asseoir ensemble. Je crois que ça a été des réunions très fructueuses. Cet après-midi, on va rencontrer l'UNACOIS, les consommateurs, les commerçants plutôt, mais qui sont aussi des consommateurs et qui étudient l'électricité. Nous devons tous nous entendre sur une démarche et considérer que toute augmentation du coût de la vie affecte forcément toutes les populations de toutes les couches au Sénégal. Après cette étape, le collectif va sillonner les 14 régions du Sénégal, mais avant cela, un vaste rassemblement prévu ce vendredi. Et l'on apprend ce matin, Maïmouna, qu'une baisse du prix de l'électricité serait possible au premier semestre de l'année 2020. Le président de la République a reçu en audience le directeur général de Philstone, une société conseillère financière de la Commission économique des Nations Unies. Les échanges auraient porté sur le financement d'actifs de la Sénélec pour faire baisser le tarif de l'électricité. Affaire Guy-Marius Sagna, le docteur Babacar Diop et 3 autres co-inculpés ont été entendus aujourd'hui par le doyen des juges. Les auditions se sont passées dans d'excellentes conditions selon leur avocat maître Moussa Sarr. Demain, ce sera au tour de Guy-Marius Sagna de faire face aux juges. Immigration clandestine, la jeunesse africaine à l'épreuve du chômage, c'est le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale des migrants. Selon Horizon Sans Frontières, la seule cause de l'immigration clandestine demeure le chômage des jeunes justement. Fatou Bintou Conté et Pape Sango Dembaye. Le phénomène migratoire, un fléau devenu endémique dans nos États. Il ne se passe pas un seul jour sans que des bateaux remplis d'Africains chavirent en mer. La seule cause, le chômage, mais aussi la pauvreté. Il faudrait un changement de paradigme envers cette jeunesse en quête d'un avenir digne. Il faudra revoir aujourd'hui, il faudra s'attaquer du moins à la cause principale qui est la pauvreté. Parce que quand la croissance ne parvient pas aujourd'hui à réduire la pauvreté, quand la croissance ne crée pas des emplois durables, il y a un problème. Le Sénégal n'est pas en reste, sinon le phénomène s'amplifie pour devenir même catastrophique. Le phénomène n'a jamais baissé d'intensité au Sénégal. L'immigration est en train d'endeuiller tout le Sénégal. Elle pose aujourd'hui des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Croire en nous, la seule solution pour la jeunesse, surtout sénégalaise. Aujourd'hui, ce qui se passe est grave. Le doute a malheureusement perforé notre environnement psychosocial, notre environnement sociologique, au point que les esprits vulnérables sont aujourd'hui tentés. Ces esprits vulnérables pensent que tekki, on ne peut que célébrer tous les ans la journée internationale des migrants. Dans le dessein de lutter contre l'immigration clandestine, plusieurs milliers d'Africains périssent dans les eaux méditerranéennes pratiquement tous les jours. Et malgré les accidents en mer, l'envie de partir est toujours aussi forte chez beaucoup de jeunes. Nous vous parlions il y a quelque temps du chavirement d'une pirogue en Mauritanie avec la mort d'une dizaine de jeunes sénégalais. Pourquoi les jeunes veulent partir à tout prix? Nous avons rencontré à Tambacounda un menuisier qui a tenté l'aventure à 3 reprises tellement il était déterminé. Son histoire avec Moussa Omar Gueye. Moustapha Fall, la trentaine, et célibataire, est un natif de Touba. Ce migrant de retour a tenté à 3 reprises la migration irrégulière, en 2007 en Mauritanie, puis en 2010 à Libye et en 2015 entre Mali, Côte d'Ivoire et Brésil. Mais hélas, Moustapha Fall n'a pas pu migrer et rester sous d'autres cieux pour réaliser ses rêves en tant que soutien de famille. Vous voyez l'endroit qui nous sommes, c'est son atelier, ce qui n'est pas bien couvert, ni il n'y a pas assez de sécurité. Peut-être les gens ne vous m'ont pas. Il a la mission de rester et créer une petite et moyenne entreprise en menuiserie. C'est un jeune qui a de l'ambition. Il demande l'appui de l'ERA, de tous les partenaires qui peuvent venir aider.
en matériel. Selon Moustapha Fall, il sera difficile de retenir les jeunes au bercail parce que les promesses de création d'emplois, de financement des jeunes, de dotation de machines modernes, ainsi que les 15% du mobilier national qui ont été promis aux artisans ne sont qu'un éléphant blanc. En fait, les ONG, c'est des programmes à durée déterminée. C'est 5 ans, au maximum 5 ans. Alors 5 ans, c'est une vie d'enfant. Mais quelqu'un qui doit vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il ne peut pas avoir besoin de 5 ans. 5 ans, c'est juste pour passager. Maintenant, ce qu'ils vont mettre là-bas comme programme, c'est ce qui devrait être entretenu, suivi. En fait, il faut corriger d'abord l'inégalité et l'inéquité. Par exemple, si on prend l'Université du Sénégal oriental de Tambacounda, si on prend les lycées techniques, si on prend le centre de formation, si on regarde la chambre de commerce, ou la chambre de métier, mais voici des organes qui doivent permettre de retenir les jeunes. À Tambacounda, plusieurs ONG, projets et programmes s'activent dans la sensibilisation en ce qui concerne la migration, mais hélas, les candidats sont plus que jamais déterminés à vouloir quitter leur terroir pour un lendemain meilleur. Merci Moussa Omar et bon courage à tous ces jeunes Tambacoundois. Prévention des catastrophes écologiques et impact sur les ressources halieutiques, le Forum civil Oxfam et le ministère de la Pêche ont lancé le processus. L'objectif est de mettre sur place un bon dispositif qui accompagne l'exploitation des ressources gazières et pétrolières. Un atelier a réuni experts pétroliers et acteurs de la pêche pour se pencher sur la question. Compte rendu Ibou Diouf et Mohamed Jag. Prendre les devants pour prévenir les risques de catastrophes liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Experts des ressources minérales et acteurs de la pêche ont répondu à une invite du Forum civil et de Oxfam pour cerner la question. Qu'il soit du domaine du pétrole, qu'il soit du domaine de la pêche ou de l'aquaculture, de manière qu'ils comprennent que ces risques sont réels, c'est une réalité, en faisant en sorte qu'ils s'approprient de ces résultats qu'on a connus ailleurs, de ces conséquences qu'on a connues ailleurs, de manière qu'on puisse se les approprier. Donc on s'est dit qu'il faut impérativement qu'on prenne les devants pour éviter non seulement une catastrophe écologique qui pourrait tuer également ces ressources halieutiques. Il faut le rappeler également, la pêche, en tout cas selon les dernières estimations, injecte dans l'économie plus de 200 milliards de francs CFA. Encourager le dialogue et la concertation pour mieux sécuriser le secteur de la pêche qui représente près de 3,2% du PIB. Mais nous disons qu'aujourd'hui, peut-être sa contribution pour qu'on puisse mieux le comprendre, c'est que vous prenez les populations du littoral maritime, vous verrez que c'est des populations qui quotidiennement mangent par habitant et par an. On se dit que c'est une consommation de 30 à 40 kg de poissons. Nous, notre objectif, c'est de créer le débat, c'est de poser le débat, c'est d'essayer d'amener les acteurs à s'intéresser davantage à la question pétrolière, mais sous d'autres angles. Pas uniquement sur la question de la transparence. C'est notre domaine de prédilection et nous allons continuer le combat également pour la transparence. Le processus de la mise en place d'un plan de prévention des risques et catastrophes écologiques est lancé. Un autre processus pour bien sécuriser la biodiversité sénégalaise. Merci Ibou. Une enveloppe de 60 milliards de francs CFA pour lutter contre les effets néfastes des variabilités climatiques sur le développement du pays et des collectivités territoriales que le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique a été mis en œuvre à Pikine et Guédiawaye. Le projet est initié pour régler définitivement la question des inondations qui touchent particulièrement la banlieue de Dakar. Vous voyez tout cela avec Pierre Colli, directeur de l'appui institutionnel à l'agence de développement municipal. Actuellement, nous sommes dans un atelier de capitalisation du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, qui est un projet qui a été initié par l'État du Sénégal et qui est une composante du plan décennal de lutte contre les inondations. Donc, il a été mis en place en 2012 et il a un financement de l'ordre de plus de 60 milliards de francs CFA. Et il couvre la zone de Pikine, Guédiawaye, Diamniadio et Saint-Louis, rapport en termes de réalisation. Donc dans ces zones précitées, nous avons eu à réaliser beaucoup d'infrastructures de drainage parce que les populations ont vécu des situations difficiles durant les années antérieures à 2012 du point de vue des inondations. Prévenir cette situation pour qu'elle ne se reproduise plus.
Ce qui fait, bon, nous avons eu, dans le cadre de ce projet, à réaliser un certain nombre d'infrastructures de drainage, réaliser des routes, réaliser des canaux, des bassins. Venons-en à ce cri du cœur des travailleurs de la Sonacos. Des milliers d'emplois seraient menacés. La situation de la campagne de commercialisation arachidière avec des huiliers qui sont très loin des objectifs fixés en termes de collecte plonge les travailleurs de la Sonacos dans une inquiétude profonde. La concurrence qu'ils jugent déloyale des Chinois risque de plomber leur usine. C'est pourquoi ils demandent au gouvernement d'arrêter systématiquement les opérations d'achat de ces derniers. Ils ont fait face à la presse. Boubacar Aou porte leur parole avec notre équipe là-bas à Kaolack. La Sonacos, pour l'ensemble des établissements, a réceptionné que 540 tonnes de graines. Et l'année dernière, à pareille époque, la Sonacos était à 17 000 tonnes. La Copéol est à 200 tonnes. Wao, 0 tonnes. Copéo qui, comment dirais-je, Olésen, 0 tonnes. Et SAIT Touba, 0 tonnes. Alors, maintenant, cette situation-là que nous vivons, si elle déploie toute sa logique, les travailleurs vont perdre leur emploi. C'est des milliers et des milliers de pères de famille qui seront donc dans la rue. Copéol, idem. C'est pourquoi les travailleurs commencent à se mobiliser pour donc barrer la route à ces étrangers, pour barrer la route aux Chinois. Il faut le dire. Par exemple, la Chine produit 23 000 tonnes, 23 millions de tonnes de graines d'arachide. On ne peut pas comprendre que ces gens-là viennent arracher le peu de production que nous avons pour aller créer des emplois chez eux et créer le chômage chez nous. Et à partir de ce moment, nos gosses vont prendre la pirogue, Barça ou Barsac. Un peu de civisme maintenant. Le drapeau national méconnu de certaines populations des zones frontalières près de la Guinée-Bissau. Certains Sénégalais, même s'ils le connaissent, ne respectent pas l'emblème national. Un manque de civisme que déplore le sous-préfet de Simbanding Brassau qui a décidé d'organiser des journées de levée de couleurs dans la zone. C'est un reportage de Bakary Conté. Le respect du drapeau national, un acte de civisme qui commence à disparaître de plus en plus dans plusieurs localités du pays. Le sous-préfet de Simbandi Birassou, Ousmane Sané, initie un vaste programme de levée de couleurs dans les zones reculées frontalières à la Guinée-Bissau. Nous sommes dans une zone d'abord rurale, ensuite frontalière effectivement, et nous recevons toutes sortes de personnes, même les citoyens des pays voisins. Donc nous sommes en train de travailler pour ça, pour un peu faire la promotion du drapeau national pour que les gens comprennent ce que représente le drapeau national, surtout au niveau de cette zone frontalière. Une cérémonie de levée de couleurs a été organisée au collège de Mankolikunda. Le drapeau national, ce n'est pas un morceau, un simple morceau de 3 couleurs, mais c'est un symbole fort de la République du Sénégal et le Sénégal se reconnaît. Sa souveraineté en tout cas est reconnue à travers ce drapeau national. Donc il va falloir inculquer cela aux jeunes générations et peut-être les générations actuelles aussi, qu'elles prennent conscience de l'importance en tout cas du drapeau national pour montrer que véritablement c'est notre symbole national et il va falloir respecter ça. Quand on lève le drapeau, il faut des attitudes, quand on descend, etc. Les conducteurs de moto Jakarta et les transporteurs ont été sensibilisés. Cette zone-là, avant que nous soyons là, a fait des accidents, faisait des accidents sur nos élèves, les élèves qui parcouraient des distances. Donc, du fait du mauvais comportement des transporteurs de Jakarta et des conducteurs de motovéhicules et autres. Donc, je pense que parler à ces gens-là, c'est une manière de lever un peu leur conscience à un niveau, tel que chacun saura qu'on ne s'amuse pas avec la vie des gens.
Donc cette nation-là, nous la partageons ensemble. Ousmane Sané, sous-préfet de Simbandi Brasso, compte organiser ces journées de levée de couleurs dans tous les villages qui jouxtent la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Merci Bakary. Ce 18 décembre est aussi célébrée la journée mondiale de la langue arabe, une langue parlée par 500 millions de personnes dans le monde quand même. Ici au Sénégal, on dénombre beaucoup de diplômés en langue arabe, seul hic, leur insertion dans le système professionnel pose souvent problème. Maguette Soare Diallo et Thierno Laurent Mendy. L'arabe reste une langue diplomatique et économique. Elle est parlée au Sénégal depuis plus de 1000 ans. Sur l'ensemble du pays, on compte plusieurs diplômés formés au pays et dans plusieurs universités dans le monde, mais leur insertion dans le marché du travail pose problème. Ceux qui apprennent l'arabe aujourd'hui sont plus nombreux que ceux qui l'apprenaient il y a 30-50 ans. Maintenant, il se trouve qu'on ne parle pas la langue arabe dans notre style de communication institutionnelle et officielle. La langue arabe n'est pas la langue officielle. La langue officielle de ce pays, c'est le français. Mais l'une des langues qui a le plus pénétré le pays, c'est la langue arabe. Maintenant, entre savoir parler ou écrire dans une langue et communiquer officiellement dans la langue, il y a un hiatus. Ce qui fait qu'il y a certainement des choses à corriger dans le sens du positionnement de la langue arabe. L'importance de la langue arabe célébrée chaque année à travers cette journée internationale, une occasion aussi pour porter un plaidoyer dans le processus de valorisation des diplômes arabes. Avant, ça se célébrait ici, mais uniquement organisé par le département d'arabe de la FASTEF. Mais cette année-ci, il s'est trouvé qu'il fallait associer l'ensemble des départements d'arabe de l'UCAT, une langue d'économie, une langue de civilisation, une langue coranique, une langue internationale parlée parmi les 6 langues internationales parlées à l'ONU. En revanche, pour mieux valoriser la langue arabe, un projet a été mis en place par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et Choukran Maguette. Une note un peu plus triste dans cette édition. Abdourahmane Kamara va reposer désormais à Saint-Louis. Les témoignages à la levée du corps du défunt directeur de publication du quotidien Walfadjri sont à la hauteur de la dimension de l'homme. Kamou, comme l'appelaient les intimétés, un homme humble et disponible. Avec sa disparition, c'est un autre pilier du groupe Walfadjri qui s'en va après Sidi Lamine Niasse, Mohamed Samb et Diafar Abba. C'est un monument qui tombe. Le décès d'Abdourahmane Kamara a surpris plus d'un. D'une humour joviale, journaliste de formation avec une belle plume, l'homme a su marquer son temps. Nous prions que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis le plus élevé. Mais nous pouvons attester que c'est une grande perte pour le monde des médias. C'est une grande perte aussi pour Saint-Louis, parce qu'il aimait beaucoup la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, il retrouve ses proches. Donc c'est une grande perte. En tout cas, moi, je suis très attristé par sa mort. C'était mon ami. Il est plus âgé que moi de 6 ans. Et c'était mon ami. On se voyait chaque samedi, je venais le voir. C'est quelqu'un vraiment qui était très véridique dans ce qu'il faisait. Mais il avait également le souci de la formation. Même les enfants, ils se souciaient beaucoup de ça. Même les amis qu'on avait ensemble. Il était un grand homme parce que... Et puis la ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall Muntaga Tall est fixée pour les 23, 24 jusqu'au 27 janvier 2020 pour préparer l'événement. Un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Dakar. Des préoccupations relatives à l'eau, l'électricité, la sécurité seront prises en charge, rassure le gouverneur. El Haj Hassan Tall est au micro de Aminata Mbaresso. Nous avons donc reçu le comité d'organisation en réunion du CRD. Nous les avons écoutés et nous avons essayé d'apporter des réponses relativement à leurs sollicitations. Sollicitations qui tournent globalement autour de 5 points centraux. C'est d'abord la couverture sécuritaire de l'événement. C'est un événement qui va drainer des milliers de fidèles sur plusieurs jours. Le deuxième point, c'est peut-être la couverture sanitaire. La prise en charge des pèlerins, donc du point de vue sanitaire.
l'assainissement des différents sites. Pour cela, les services de la région médicale prendront les dispositions qui s'y pour que le personnel de santé soit mobilisé, pour que les ambulances également soient disponibles et pour que le comité soit doté de médicaments. Il y a le volet eau et électricité. Pour ce qui concerne l'eau, Inch'Allah, des camions-citernes seront mobilisés pour accompagner le dispositif de la SDE. Pour ce qui concerne l'électricité également, la Sénélec prendra toutes les dispositions pour qu'on n'ait aucune difficulté. Faible affluence au marché sans dégâts à quelques petits jours des fêtes de fin d'année. À une semaine de Noël, c'est encore le moment de faire ses emplettes, mais les clients viennent au compte-gouttes, déplorent les commerçants. Khadijatou Goro et Tierno Laurent Mendy, reportage. Décembre, mois de festivités et d'ambiance. Des sapins, des jeux de lumière et divers jouets envahissent le marché. Ces marchandises offrant à la vue de belles et multiples couleurs accrochent l'attention des passants. Si certaines clientes trouvent les prix des articles un peu chers, d'autres ne s'en plaignent guère. C'est pas abordable, les jouets coûtent trop cher. Les prix varient entre 27 000 et 80 000 francs. Je suis juste là pour acheter des habits pour ma fille, pour préparer les fêtes. C'est pas cher? Non, ça va, c'est abordable. Quant aux vendeurs, ils trouvent l'année passée plus généreuse que celle-ci en termes d'affaires. Optimistes, ils espèrent écouler leurs produits avant les fêtes. Mais par rapport à comparé à l'année passée, les clients ne viennent que très rarement. Mais bon, Dieu merci, nous espérons quand même que les choses vont marcher. Je crois pas, parce que si les clients ne viennent pas, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argent. Peu commodes aux acheteurs, les prix des articles laissent à désirer. Ils varient parfois entre 20 000 et 45 000 francs CFA. Merci Khadija. Et puis un mot de sport, encore une consécration pour Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool est élu meilleur joueur de l'année 2019 par le magazine de football SoFoot, un journal français. Une nouvelle ligne sur son palmarès après le 11 d'or et le Awards de l'Union des confédérations africaines en attendant probablement le Ballon d'or africain dans quelques semaines. Et puis motocross pour terminer, c'est le statu quo au classement des deux catégories. Les leaders Moussa Marzoni en junior et Stéphane Wan en senior sont encore sortis vainqueurs de la troisième journée tenue sur le circuit de Diamniadio. C'est une première, nous dit Cher Sadibou Diarra. Moussa Marzoni et Stéphane Wan confirment leur supériorité actuellement dans le championnat national de motocross. Ils ont remporté la troisième journée qui s'est déroulée sur le circuit de Diamniadio. Le premier en junior enchaîne une troisième victoire en temps de course, le second dans la catégorie phare, les seniors, et sur 2 succès consécutifs. Là, ça a aussi une saveur particulière parce que c'est un terrain un peu plus technique et on a vu que la YZF marchait sur le sable et aussi sur le dur. On va tout donner à chaque course et puis on verra bien ce que ça donnera au final, mais je ne sais pas si vous avez vu, derrière ça pousse pas mal entre Jérémy, Johan et pas mal d'autres pilotes qui sont sortis du lot aujourd'hui. L'organisation a fait un beau travail, ils ont arrosé plusieurs jours avant la course, donc les conditions étaient un peu mieux que pendant l'entraînement. Très belle course, beaucoup mieux que ce qu'on espérait, on a pris beaucoup de plaisir et je pense que même le public s'est amusé parce qu'il y avait de belles batailles. Diamniadio, doté d'une piste aux normes internationales, a accueilli la première course de son histoire. Un nouveau circuit qui a réclamé plus d'efforts de 22 concurrents des deux catégories. C'est un terrain qui est bien, il y a beaucoup de sauts, il y a de bons virages. Il y a des accélérations. Au début, on a eu un peu de mal à s'habituer parce que ça change vachement du lacrosse. La piste est beaucoup plus glissante, là il y a des sauts, c'est beaucoup plus technique. Mais on a eu la chance de pouvoir s'entraîner dessus.
2 fois, ça suffisait. Puis on a réussi à prendre nos marques et au final, ça fait une très belle course. La 4e journée du championnat national de motocross va se dérouler sur le circuit de Lagrose le 9 février 2020. En attendant, Moussa Marzouni et Stéphane Wane, qui rêvent de titre, ont accentué leurs avances sur leurs premiers poursuivants, respectivement 9 et 13 points. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info pour parler de la journée des migrants. Aram Touré, vous recevez Madame Goneni.